Le vent froid de novembre poussait les nuages gris à travers le cimetière, arrachant les dernières feuilles des branches nues. Léna se tenait seule devant une tombe fraîche, serrant dans ses mains un bouquet de chrysanthèmes blancs. Ni mari, ni fils, ni aucun autre membre de la famille n'était là. Même les voisins ne s'étaient pas déplacés, seul un prêtre silencieux avait récité une prière à la hâte, tandis qu'une vieille employée du cimetière observait la scène de loin, indifférente. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris d'où tu viens. Voyons jusqu'où cette histoire est allée. Quand le cercueil fut descendu en terre, Léna jeta les fleurs sur le couvercle verni. Le bruit sourd du bois résonna comme un dernier adieu. Elle voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À leur place, des larmes coulèrent sur ses joues, non pas tant de chagrin, mais à cause de la prise de conscience de la vie vide qu'Anna avait vécue. Avant de partir, la voisine de la défunte, une vieille femme voûtée avec un foulard usé, s'approcha de Léna. Sans un mot, elle lui tendit une boîte en carton ficelé avec de la corde et s'éloigna rapidement, comme si elle craignait d'être vue par un inconnu. La boîte était légère, mais on sentait qu'elle contenait quelque chose d'important. Léna ne l'ouvrit pas sur place, sous les regards indifférents des inconnus. Elle serra l'objet contre elle et se dirigea vers la sortie sans un regard en arrière pour le monticule de terre fraîche. La maison de campagne d'Anna se trouvait à la lisière du village, envahie par les mauvaises herbes et la vigne sauvage. Léna tourna longtemps la vieille clé dans la serrure avant que la porte ne cède avec un grincement désagréable. À l'intérieur, ça sentait la poussière, l'humidité et quelque chose d'autre, une odeur amère, comme l'absinthe. La première chose qui frappa Léna, ce furent des dizaines de photos accrochées au mur. Anna y apparaissait toujours seule, sur un banc devant la maison, à une table de fête, dans le jardin. Ni mari, ni fils à ses côtés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Léna défit doucement la corde autour de la boîte. À l'intérieur se trouvait un carnet usé à la couverture en cuir et une enveloppe avec cette inscription « Lis ceci quand tu seras seul ». Les pages du journal avaient jauni avec le temps, mais l'écriture restait nette, des lignes soignées, presque tracées à la règle. La première entrée datait d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, Michael m'a frappé pour la première fois. Il a dit que je riais trop fort avec mes amis. Ensuite, il s'est excusé, a pleuré, juré que cela ne se reproduirait plus. Je l'ai cru. Léna tourna la page. Puis une autre. Et encore une autre. Au fil des années, les entrées devenaient plus brèves, les mots plus durs. Aujourd'hui, mon fils m'a traité d'idiote. Il a 12 ans, et il me regarde déjà comme son père. Michael est mort. David n'est pas venu à l'enterrement. Léna est la seule à avoir apporté des fleurs. La dernière entrée datait d'une semaine avant la mort. Il pense que je ne comprends rien. Mais je vois David crier sur Léna. L'histoire se répète. Qu'au moins elle reçoive ce que je n'ai jamais eu. Léna referma le journal. La nuit était tombée, mais soudain, elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette maison. Les ombres du passé l'observaient depuis les murs, les photos, chaque recoin. Et maintenant, elles attendaient qu'elle fasse le prochain pas. Les dernières pages du journal furent les plus lourdes. Léna était assise à la table de la cuisine de la maison d'Anna, à la lumière d'une lampe à pétrole. L'électricité avait été coupée depuis longtemps pour non-paiement. Les entrées des derniers mois d'Anna étaient écrites d'une main tremblante, mais les pensées restaient claires. David est venu aujourd'hui. Il a encore parlé de maison de retraite. Il dit que j'oublie où sont les choses, que je confonds les prénoms. Mais je me souviens de tout. Je me souviens qu'enfant, il avait peur du noir et me demandait de rester près de lui. Aujourd'hui, il me regarde comme un fardeau. Léna se souvint de son propre fils, qui, un mois plus tôt, s'était tenu sur le seuil de son appartement en disant les mêmes mots « Maman, tu as encore oublié d'éteindre la cuisinière. Peut-être qu'il est temps de voir un médecin ? À ton âge, ça peut être un début de démence. » Elle l'avait cru, elle avait commencé à se surveiller, à noter les choses, à mettre des rappels. Mais maintenant, en lisant le journal d'Anna, Léna comprenait c'était le même schéma, la même stratégie. D'abord, instiller le doute, puis la peur, ensuite le contrôle total. La dernière entrée, 3 jours avant la mort. Ils ont raison, j'oublie certaines choses. Mais ce n'est pas une maladie. J'essaie simplement d'oublier ce qu'ils sont devenus. Léna referma le journal. La maison était silencieuse, mais un bourdonnement de rage résonnait dans ses oreilles. Le lendemain matin, Léna se rendit en ville chez l'avocate Sofia Gromova. Son bureau se trouvait dans un vieux bâtiment aux vitraux et au plancher qui craquait. Sofia, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, examina en silence les documents apportés par Léna, testament, journal, clé. Anna Ivanovna avait tout prévu, dit-elle enfin. La maison, les économies, les actions, tout vous revient. La seule condition, vous devez vivre ici au moins 1 an. Pourquoi ? Demanda Léna, déconcertée. Sofia ouvrit un coffre-fort et en sortit une enveloppe avec l'inscription « Pour Léna, si elle demande ». À l'intérieur, une note.
Parce qu'en un an, tu comprendras qui tu es sans eux. Et tu décideras si cet héritage vaut vraiment la peine. Léna baissa le regard vers la feuille. Derrière la fenêtre du bureau, la pluie tombait. Quelque part dans cette ville, Marc et David ne savaient pas encore qu'ils n'avaient rien obtenu. Mais Léna le savait. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait pas la peur, mais un sentiment étrange, presque oublié, l'anticipation. La salle d'audience ressemblait à un théâtre de l'absurde. Léna était assise seule à sa table, sentant des dizaines de regards curieux sur elle. En face, Marc et David, leurs costumes neufs et leurs montres luxueuses criaient qu'ils s'étaient déjà répartis un héritage qu'ils n'avaient pas encore reçu. Le juge lisait les documents d'un ton monocorde, tandis que l'avocat de la famille présentait des certificats médicaux attestant une démence sénile d'Anna. Léna remarqua les mains tremblantes de son mari en feuilletant ses faux dossiers. David gardait un visage impassible, mais son pied sous la table tressautait nerveusement, une vieille habitude. Quand ce fut au tour de Léna, elle posa silencieusement le journal d'Anna ouvert aux dernières pages devant le juge. Des lignes nettes, datées des dernières semaines de sa vie, décrivaient en détail les visites du notaire, les calculs d'impôts, même le menu de la semaine. Aucun signe de confusion mentale. Le juge étudia longtemps les notes, puis demanda une expertise graphologique. Un silence pesant tomba sur la salle, brisé seulement par les clics des appareils photo des journalistes. Lorsque le verdict fut prononcé, Marc se leva d'un bond, le visage déformé par la colère, mais ses cris furent étouffés par le coup de marteau du juge. La vieille maison d'Anna se transformait chaque jour. Léna avait jeté les fleurs fanées des vases, frotté les lustres noircis jusqu'à ce qu'ils brillent, et ouvert toutes les fenêtres en grand, laissant entrer la lumière du soleil. Dans le poêle, elle avait trouvé des coins de photographies brûlées, quelqu'un avait essayé d'effacer la mémoire, mais n'était pas allé jusqu'au bout. Au grenier, elle découvrit un coffre rempli d'objets d'enfance de David, un ours en peluche avec une patte arrachée, un vieux livre de lecture, une boîte pleine de lettres venues de colonies de vacances. Léna ne jeta rien. Elle transporta tout dans la pièce du fond, comme dans un musée des souvenirs inutiles. Elle porta une attention particulière au bureau d'Anna. Elle remplaça les lames de plancher pourries, restaura l'ancien bureau, accrocha au mur les broderies autrefois cachées dans une armoire. Au centre de la pièce trônait maintenant un fauteuil à bascule, à côté d'une étagère remplie de classiques russes. C'est là, bercée par le grincement du fauteuil, que Léna ouvrit un livre pour la première fois depuis des années ou non pour fuir, mais simplement pour le plaisir. Dans la cour, les premiers personnages avaient fleuri, perçant à travers les feuilles de l'an dernier. Leur tête blanche oscillait au vent, comme si elle saluait un être invisible. Peut-être cette Anna qui pouvait enfin reposer en paix. Un coup de téléphone déchira le silence nocturne. Léna, désormais habituée à ses soirées tranquilles, sursauta. Sur l'écran s'affichait un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, David. Sa main se tendit d'instinct vers le combiné, les années d'instinct maternel reprenant le dessus. Mais au dernier moment, Léna s'arrêta, se rappelant les pages du journal d'Anna. Elle regarda l'écran s'éteindre, puis se rallumer, l'appel revenait. Le lendemain, un message arriva. Des phrases sèches et bien formulées, des problèmes d'affaires, des créanciers injustes, des difficultés temporaires. Entre les lignes, un seul mot, argent. Léna relut le message plusieurs fois, puis l'effaça lentement. Ce soir-là, elle sortit la vieille boîte d'Anna. Parmi les photos jaunies, il y avait un mot, ils reviennent toujours. Mais tu n'as pas à ouvrir la porte. Léna remit le papier à sa place et referma la boîte dans un déclic discret. La pluie d'automne tambourinait sur le toit lorsqu'un grincement de portail résonna dans la cour. Léna, assise près de la cheminée avec un livre, leva les yeux. Dehors se tenait une silhouette familière, David, sous un parapluie, sa posture trahissait une hésitation qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il semblait vieilli, les rides autour des yeux plus profondes, son manteau flottant sur ses épaules amaigries. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une lueur d'espoir traversa son regard. Léna recula sans un mot, le laissant entrer. Il franchit le seuil avec précaution, laissant des traces humides sur le sol fraîchement lavé. Son regard parcourut les murs rénovés, s'arrêtant sur une photo d'Anna dans un nouveau cadre, celle où elle souriait. Un silence épais, comme le brouillard automnal, s'installa. Léna attendait. David restait là, debout au milieu de la pièce, tandis que la pluie glissait le long de son parapluie, formant sur le parquet des taches sombres comme des larmes. La pluie s'était transformée en un chuchotement monotone. La maison restait silencieuse. David était assis à la table de la cuisine, faisant tourner sa tasse entre ses doigts sans y toucher. Léna l'observait, remarquant à quel point son visage avait changé, il n'y avait plus de cette assurance passée, seulement de la fatigue, et quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Il sortit de sa poche une enveloppe usée, la posa sur la table. Elle était ancienne, jaunie sur les bords, avec une inscription d'Anna, pour David, quand il comprendra. Léna reconnut l'écriture régulière,
nette, sans tremblement. La même que dans le journal. David n'ouvrit pas l'enveloppe devant elle. Il restait là, regardant la pluie couler le long de la vitre, comme des larmes. Peut-être savait-il déjà ce qu'elle contenait. Peut-être craignait-il de le revoir. Léna se leva et quitta la cuisine, le laissant seul face à ce qu'il fuyait depuis 30 ans. Le lendemain matin, Léna fut réveillée par un coup à la porte. Sur le seuil se tenait une femme d'environ 60 ans, vêtue d'un vieux manteau et tenant un grand sac. Son visage semblait vaguement familier, mais Léna ne parvenait pas à se rappeler d'où. « Je suis Olga », dit-elle. Une amie d'Anna. Elle tendit le sac. À l'intérieur, des lettres, des photos, quelques cahiers abîmés. Elle m'a demandé de vous donner cela, si jamais David revenait, expliqua Olga. Léna prit le sac. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait. Olga ne voulut pas entrer, elle se contenta de hocher la tête et repartit, laissant Léna seule sur le seuil, avec le poids d'une douleur étrangère, mais si familière. Dans le salon, David dormait recroquevillé sur le canapé, comme un enfant. L'enveloppe était ouverte, mais la lettre encore à l'intérieur. Léna ouvrit doucement le sac. Sur la première photo, une jeune Anna tenait un petit David dans ses bras. Il riait. Elle aussi. 3 ans passèrent. La maison d'Anna n'était plus un refuge silencieux pour Léna seule. D'autres femmes y vivaient désormais, celles qui n'avaient nulle part où aller. Celles trahies par les plus proches. David venait une fois par mois. D'abord maladroit, puis plus sûr de lui. Il travaillait avec un psychologue. Réapprenait à vivre. Et dans l'ancienne chambre d'Anna, Léna avait accroché cette photo, celle où il riait. Sous le cadre, une plaque. Parfois, pour avancer, il faut d'abord s'arrêter et comprendre qui l'on est vraiment. Léna sortit sur la véranda. Dans le jardin, des enfants riaient, ceux dont les mères avaient trouvé ici un abri. Elle ferma les yeux et respira l'odeur des pommiers. Anna avait raison. La vie ne faisait que commencer. Abonnez-vous et mettez un like, cela signifie beaucoup pour nous.